Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Ce matin, nous recevons pour vous notre invité. Il s'agit de monsieur Adam Orphée, qui est l'ex-coordonnateur du CJD, mais consultant expert international. Monsieur Adam Orphée, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, je vais bien et vous? Je vais très bien. Ah, d'accord. En tout cas, bonne et heureuse année. On a un peu l'occasion de se souhaiter les meilleurs vœux. Oui. Merci et nos vœux réciproques. Hein? Merci. Oui. Santé surtout. Merci. Alors, vous êtes togolais et vous suivez également tout ce qui se passe dans le monde et dans notre cher pays, le Togo. Notamment, vous-même, vous avez vu ce qui s'était passé la semaine dernière. Tout d'abord, une dame au perchoir, c'est-à-dire Madame Djiboli Tchegan, qui est à la tête de l'Assemblée nationale, une première dans l'histoire togolaise depuis les années 60. Bien sûr, et je pense qu'il y a de plus en plus raison d'être très fiers des Togolais. Nous avons eu une dame au perchoir et il faut s'en féliciter, il faut en être très fier. Il faut féliciter aussi cette dame-là pour tout ce qu'elle a déjà fait et l'encourager donc à poursuivre dans ce sens. J'ai toujours dit que notre démocratie était très vibrante, voire même passionnante, parce qu'on voit qu'elle évolue, il y a une volonté claire de l'enraciner, il faut l'encourager, et bon, ce sont des signes qui ne trompent pas. Je crois qu'il y a des raisons de se faire envier notre façon d'enraciner notre démocratie, et on les conjugue désormais au féminin, et c'est très bien. C'est très bien. C'est une manière de promouvoir la femme. C'est aussi une manière de considérer, et je pense que c'est la volonté quand même du chef de l'État, de considérer, il a toujours dit, de considérer l'intégration de la gente féminine et qu'elle vienne aussi aux responsabilités. Et elle y est, donc ce n'est pas un hasard, ça relève d'une volonté forte, d'une volonté politique très forte, qui se manifeste dans les actes, dans les faits. Et vous voyez, il est plus facile de parler, mais c'est beaucoup plus difficile de le démontrer par les actes. Là, nous avons les actions, les actes qui montrent que notre jeune féminine est totalement désormais prise en compte. Il n'y a pas que elle, si vous regardez dans plusieurs domaines, vous verrez qu'il y a pas mal de plus en plus de femmes qui assument de hautes responsabilités, et c'est très encourageant. Et c'est très encourageant, mais parlant justement, puisqu'elle constitue la deuxième personnalité importante du pays, est-ce qu'elle pourra réussir là où peut-être les hommes auraient un peu gaffé? Je crois que dans un sens comme dans l'autre, il ne faut pas se laisser aller à un procès d'intention. Il faut la laisser faire son travail. Il ne nous a pas échappé qu'elle a été portée là à l'unanimité. Ça veut dire quand même que ceux qui ont élu, les élus du peuple, lui font confiance. Donc je pense que oui, on peut lui faire confiance jusqu'au bout, et puis on verra aussi dans les actes. Ce dont elle est capable. Bien sûr, mais elle a déjà démontré aussi ailleurs. Donc il n'y a aucune raison d'en douter. Et moi vous savez, peut-être vous n'avez pas suivi, alors que vous êtes acteur c'est à vous de nous le dire. Elle n'est pas venue là par hasard. Oui, elle n'est pas venue là par hasard, elle était là, un des questeurs à l'époque. Voilà, mais même, oui, à l'époque, mais si on regarde tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, mais le mouvement des femmes unies, ça vous dit quelque chose quand même. Et dans ce mouvement, c'est un mouvement même au niveau du parti Unir, elle est la trésorière. Oui, voilà. Nationale. Elle assumait déjà des hautes fonctions au niveau politique, au niveau du parti même. Et puis, bon, comme je le dis toujours, Unir n'a pas arrêté de nous surprendre, puisque, je l'ai dit constamment, je ne sais pas la première fois, et nous étions ensemble ici, comme vous avez vu Unir a créé en son sein le mouvement des femmes Unir, au même titre que le mouvement des sages et le mouvement des jeunes Unir. Et tout ça, c'était quand même une façon très dynamique et très innovante de faire la politique autrement. Et bon, il faut saluer ça. Bon, voilà, c'est ça. Mais si nous voyons un peu ce que M. Dama Dramani a pu faire quand il était au perchoir, vous auriez remarqué qu'au cours des débats assez houleux et très très pointus,
des fois, il prend quand même, fait usage de toutes ses prérogatives pour suspendre parfois les séances et faire aussi des conciliations et puis aller à des négociations très difficiles. Est-ce que cette dame suit ce volet politique, président, parce qu'il échait donc à cette assemblée de pouvoir opérer les réformes constitutionnelles? Est-ce qu'elle pourrait avoir véritablement cette poigne d'agir de cette façon? Ben, on mesurera la force de sa poigne lorsque on sera devant donc des situations comme celles que vous venez d'écrire. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Si on a vu des situations regrettables, c'est que dans ce Parlement précédent, l'Assemblée précédente, il y avait des radicaux. Et ailleurs aussi, dans d'autres pays, ce n'est pas unique dans notre pays, ici, dans d'autres pays, lorsqu'on se retrouve avec des radicaux, souvent c'est le cas où on en arrive parfois à des coups de poing ou pas loin. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là, et elle usera aussi d'autres forces que peut-être les hommes n'ont pas. Et ça ne vous a pas non plus échappé que les femmes ont d'autres qualités que peut-être nous les hommes n'avons pas. Et elle n'utilisera pas forcément cette force physique. Il n'y a plus de radicaux dans ce Parlement, alors ça pourrait rapidement lui faciliter la tâche? Non plus, je ne le dis pas. Mais on verra dans l'action. Il ne faut pas lui faire quelques procès de tension que ce soit. Il faut laisser au travail. Mais quand même, en ce qui concerne l'affirmation du genre féminin, elle pourra? En tout cas, c'est fait. Puisqu'elle a pu être là, apporter l'unanimité, c'est qu'elle a pu s'affirmer. Oui. Il n'y a plus besoin de montrer quoi que ce soit de ce côté-là maintenant. Elle sera elle est portée sans challenger, il faut le préciser aussi. Mais quand même, maintenant qu'elle est à la tête, elle va véritablement démontrer ce dont la gente féminine est capable, parce qu'elle constitue la deuxième personnalité, je l'ai dit, importante du pays. Lui, qu'est-ce que vous entendez par sans challenger? Et lui, sans challenger, comment? Oui, elle n'avait pas de challenger. Elle était seule sur la liste quand il était question de faire l'élection du président de l'Assemblée nationale. Oui, mais allez-y. Lorsqu'il était question de faire l'élection, il y a eu quand même des candidats. Il s'est retrouvé à l'unanimité. C'est que si vous faites l'unanimité, pourquoi voulez-vous qu'on parle de challenger? Puisque tout le monde est d'accord, c'est vous. Tout le monde est d'accord que c'est vous. Voilà. Alors, juste, elle a pris la fonction le vendredi dernier, notamment à travers la passation de service, où disons, on lui a passé le maillet. Alors, le Premier ministre, comme Commissaire Lomklassou et son gouvernement, était venu présenter ce qu'on appelle la déclaration de politique générale. Oui, mais d'abord, la reconduction du Premier ministre Lomklassou. Ça vous dit? Qu'est-ce que ça veut me dire? Oui, on a reconduit le Premier ministre. Pourquoi voulez-vous qu'on change une équipe qui gagne? Il ne nous a pas échappé aussi que dans ce gouvernement, on a remplacé d'autres acteurs. C'est bien, il y a une équipe qui est en train de mener, très difficilement, nous l'avons vu. Donc, des actions qui portent des fruits. Pourquoi voulez-vous qu'on change ça? Partout ailleurs, on encouragerait une certaine continuité, peut-être une accélération même de ces actions-là. Et lorsqu'une équipe est en train de marquer des buts, on ne change pas cette équipe. Oui, l'équipe de Commission a marqué des buts, et on pourra en parler. Vous êtes consultant, expert international en matière du développement. Oui, mais si nous prenons la personnalité de Commissaire Lomklassou, il a comblé toutes vos attentes au cours des 4 ans qu'il a passé donc à la tête de la primature. Si on considère ce qu'il a fait, ce que son gouvernement a fait, on peut dire que c'est quand même un renouvellement de confiance que le peuple quand même a témoigné lors des dernières élections. Donc sur ce plan, oui. En tant que citoyen, je vois que la tâche n'était pas facile, elle n'est toujours pas, mais qu'il y a des progrès qui ont été faits et qu'il faut les encourager. C'est une façon aussi de les encourager, de les enraciner. Il faut absolument accélérer. Et vous avez bien vu aussi, c'est sous le Premier ministre qu'on a eu aussi le PND, et qui a été impulsé par le chef de l'État. C'est le Programme national de développement. Ils sont dans un mandat social. On voit qu'il y a les actions sociales qui sont implémentées au quotidien. Et il a été un farouche défenseur de nos intérêts, que ce soit en interne ici ou à l'extérieur. Enfin, ceux qui prennent la peine de suivre ce que notre gouvernement fait ou ce que le Premier ministre a pu défendre
à l'extérieur de nos frontières, les intérêts de notre pays. Oui, mais il a porté haut la main notre PND qui fait tâche d'huile, j'allais dire, dans le monde, même pas seulement dans la sous-région, qui est salué par les acteurs au développement, qui est un programme qui est très clair, qui a des axes qui sont très clairs. Et c'est rassurant. Ça nous donne une vision très éclairée pour le futur, et donc il faut lui faire confiance pour que ces actions-là soient implémentées. Oui, mais c'est également soulu qu'il y a eu de remous politiques assez pointus, mais est-ce qu'il saura maintenant colmater les brèches cette fois-ci? Parce qu'il n'a pas réussi à avoir du moins l'opposition autour d'une table ensemble et discuter, échanger, pas même une seule fois. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il pourra véritablement essayer de redorer le blason de ce côté, de ce point de vue? C'était l'opposition parlementaire. C'était pas bon, l'opposition parlementaire. Oui, opposition parlementaire également, opposition politique à la fois. Vous le savez. Mais il était dans un gouvernement où il y avait des alliances quand même. Ça aussi, ça ne nous a pas échappé. Alliance avec l'Union des forces de changement. Mais, bien sûr. Et il a pu travailler quand même avec une opposition qui était modérée, qui a à cœur aussi le développement de notre pays. Et moi, là-dessus, mon opinion a été toujours claire. Moi, je ne fais pas mystère de cela. On ne peut pas non plus s'asseoir avec des radicaux. C'est très simple, c'est clair. Et quand on le dit, on ne vise personne. On ne vise personne parce que ces radicaux, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que notre pays était en train de connaître une embellie économique, donc une croissance économique très enviable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé la dynamique. Ce n'était pas de la faute du Premier ministre, ça. Et on pouvait dire, voilà, un Premier ministre qui était en train de faire du bon travail, on casse. On casse pourquoi? Parce que le développement du pays n'intéresse pas ces autres acteurs. On l'a pu voir et on l'a vu tout au long donc, de l'année 2017 jusqu'en 2018. Et puis il était temps que des acteurs responsables autour du Premier ministre soient portés là aux responsabilités, en tout cas au pouvoir, pour pouvoir nous permettre d'avancer. Et là, je pense que nous sommes dans une nouvelle phase. Est-ce que c'est de nature à empêcher tout remous politique? On ne le souhaite pas. Mais dans tous les cas, c'est un gouvernement qui est là, qui est le dialogue. Les gens qui sont là sont très modérés, ils sont responsables et on verra comment ils vont dialoguer avec les uns et les autres. Moi, j'ai toujours demandé qu'on préfère, enfin, qu'on choisisse d'aller vers d'autres modèles de revendication qui soient de nature à apporter davantage de fruits positifs que de fruits négatifs, parce qu'on a vu ce qu'on a vu dans notre pays, c'est pas très enchantant. Oui, mais quand même, vous ne me démentirez pas, quand on a un enfant récalcitrant, on ne l'excommunie pas, on ne le chasse pas de la maison, on compose toujours avec. Oui, c'est clair. Alors, l'enfant récalcitrant, c'est qui et pourquoi ça doit être un enfant récalcitrant? Je croyais que les... Ça n'a jamais été le bon vouloir de tous parents au monde. Vous parlez de qui maintenant? Vous parlez des opposants comme... Oui, comme vous les taxez de radicaux, oui. Oui, je n'aime pas dire récalcitrants, je dis ils sont radicaux. C'est-à-dire ils sont dans leur approche, ils ont une approche qui n'est pas recommandée. Voilà, et c'est que ça passe ou ça casse. Vous voyez, il y a eu la casse. C'est pas bon. Heureusement qu'il y en a qui demandaient que ça passe. Et c'est passé. Et donc, cette façon d'agir, on devait en tirer les conséquences, tirer des leçons de cette façon de faire et faire la politique autrement. Et il n'y a pas de leçons à donner. Ils sont des acteurs responsables. Ils savent pourquoi ils se sont engagés dans la politique et ils devraient tirer des leçons de leur échec, ce qui s'est passé. Et puis bon, se remobiliser autrement pour contribuer. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est le pouvoir plutôt qui n'a pas qui a plutôt échoué, que les Togolais ne se sont pas mobilisés pour aller voter, etc. selon la C14. Monsieur Joachim, peut-être, je ne sais pas si on doit revenir sur les élections. Non. Nous sommes massivement et courageusement engagés à aller faire notre travail de veille et d'éveil. De sensibilisation, et on continue à le faire auprès de la population. Mais lorsque en face il y en a qui disent non, il ne faut pas aller faire son devoir citoyen, il ne faut pas se faire recenser, et que les élections arrivent, expliquez-moi comment voulez-vous qu'on puisse dire aux mêmes gens d'aller voter? On va aller voter avec quoi? Ce qu'on a demandé, ils ont demandé à tous leurs militants de ne pas aller se faire recenser. Et si on compare, alors tous ceux qui sont allés, on a bien vu, quand même, il y a eu une mobilisation qui n'est pas des moindres. Elle est moins prononcée
à Lomé, mais elle était très forte à l'intérieur du pays. Et donc on voit clairement que ces acteurs-là aussi ont fait preuve de cécité politique lorsqu'il s'agit de regarder notre pays ou l'intérêt de notre pays dans sa globalité. Ils se sont arrêtés au niveau de la capitale. On a vu ce que ça donnait. Mais en tout cas, nous étions tous témoins, oui. vous comme moi, nous étions témoins ici, et nous avons pu le constater ensemble. En tout cas, les élections se sont déroulées pacifiquement, et aujourd'hui, on a la 6e législature. Mais on se rappelle bien, le 22 décembre, l'État togolais était parti prendre des engagements ou bien faire des promesses à la communauté CEDEAO, notamment les chefs d'État, que les réformes vont être faites. Et selon des indiscrétions, c'est pour pouvoir permettre au Premier ministre c'est l'homme Classou qui a entamé, en tout cas qui déroulait la feuille de route, de continuer cette implémentation afin que les chefs d'État de la CEDEAO puissent trouver en l'État togolais quelqu'un qui tient à ses engagements ou bien qui tient ses promesses. Je crois que, les indiscrétions, moi je ne suis pas dans les secrets de Dieu, c'est vous qui êtes dans les indiscrétions. Jusqu'à ce que vous nous disiez lesquelles sont ces indiscrétions, je sais pas. Il faut le reconduire pour qu'il déroule. Bon, mais ça a été clairement dit. Qu'il achève ce qui a été entamé. La CEDEAO a dit clairement que, il faut continuer donc sur cette lancée. Et ils ont encouragé, ça a été un satisfait général adressé à notre pays, de continuer et de ne pas se décourager. Je pense que oui, c'est le signal qui a été donné, qui est maintenant amplifié avec la reconduction et avec ce qui va se passer. Je pense que ce sera fait. Oui, mais selon vous, disons, à votre entendement, est-ce qu'on doit, malgré la non-participation de la CEDEAO et de la C14 aux législatives, l'associer aux discussions avant d'opérer les réformes? Puisqu'elle est encore dans les rues. Mon point de vue là-dessus, la rue n'a jamais rien résolu. Et je l'ai toujours dit, et désolé, je vais le répéter encore ce matin sur votre antenne, la rue n'a jamais rien résolu. Et puis, ça c'est d'un. De deux, je pense qu'on a besoin de tout le monde pour construire un pays. Nous tous, nous sommes, il n'y a personne qui est plus indispensable. Nous sommes tous nécessaires et nous devons travailler ensemble dans l'intérêt de notre pays. Désormais, il faut que nous le comprenions. Et une fois pour de bon, définitivement, le Togo a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour son développement et pour son émergence. C'est la vision claire du chef de l'État. Il n'a sans cesse martelé cela. Et si les gens préfèrent encore la rue, ça veut dire qu'ils n'ont tiré aucune leçon de ce qu'ils ont fait. Alors ça donnera quoi? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ils vont aller encore au-devant des bois parce que le citoyen, lui, il est fatigué avec. Le citoyen a besoin des propositions concrètes, de l'action. Le citoyen a besoin de savoir qu'il y a le responsable politique tient aussi à son mieux-être, c'est-à-dire à l'amélioration de ses conditions de vie. Et c'est ça qui est important. Et on ne peut le faire que par le développement socio-économique. Nous l'avons toujours dit. Maintenant, l'homme politique qui est là, qui préfère la rue, en voulant prendre le pouvoir par la rue, je crois qu'il se trompe parce que les citoyens ne souscrivent pas dans cette politique de la rue. Et est-ce qu'on doit tenir compte de la C14? Bien entendu, mais la C14, elle en est où? Elle n'est plus au Parlement. Bon, voilà. Oui. Alors, comment ils sont citoyens comme vous et moi? Mais bien sûr qu'on en tient compte. Ils ont leurs élus qui sont là-bas aussi au Parlement. Ne me dites pas que ceux qui sont là... Non, la C14 n'a pas de représentants au Parlement. Ils n'ont pas de représentants, mais la C14 ne fait pas le peuple. La C14 fait partie du peuple. Oui. Et que le peuple a désigné donc une majorité qui est là et qui va conduire les affaires de notre pays, qui va représenter les intérêts. Oui, mais la C14 dit ne pas reconnaître cette assemblée. Oui, mais est-ce qu'il tient à la C14 de reconnaître l'Assemblée qui a été portée là-bas par le peuple? C'est ça que je pose la question. Qui a donné, j'ai toujours posé cette question, finalement je n'arrive pas à comprendre qui a donné ce mandat-là à la C14 de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour le peuple. S'ils représentaient le peuple, c'est eux qui seraient portés là, ce n'est pas les autres. Et il faut qu'ils comprennent ça une fois pour de bon. Et maintenant, s'il y a un groupuscule de radicaux qui veulent absolument mettre à feu à sang notre pays, nous avons dit non, nous ne l'acceptons plus. Nous avons déjà connu ça par le passé. Et nous avons cette chance. Laissez-moi finir là-dessus, s'il vous plaît. Nous avons eu cette chance unique. Et je le dis sincèrement, je le dis comme un citoyen qui a vécu longtemps à l'extérieur du pays et qui est maintenant au pays. Nous avons eu cette chance d'avoir à la tête de ce pays un homme modéré, un homme de dialogue,
un leader qui est visionnaire, qui a un plan salué de partout, de par le monde, et moins par les Togolais. Et ça me surprend. Je parle donc du président de la République, de notre président, son excellence Faure Essaouzou-Na Gnassingbé, est un homme très modéré, très ouvert, on l'a vu. On l'a vu dans les actes. De par le monde, dites-vous, bien sûr. Salué de par le monde. Oui, mais pourquoi en interne, les Togolais ne semblent pas afficher? Non, en interne, les Togolais, pendant longtemps, je pense que les Togolais se sont laissés manipuler par ce groupe de C14. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les Togolais aussi lisent. Nous sommes à l'ère d'Internet. Donc, les Togolais vont aussi à l'extérieur et chercher ce qui leur manque à l'intérieur. C'est ce que nous avons fait, nous tous. Donc, lorsque vous ne nous donnez pas une information impartiale, vous ne nous éduquez pas correctement, nous sommes obligés d'aller chercher ça à l'extérieur. Je vais vous donner un cas. Lorsque, par exemple, on est One Summit, One Planet, et qu'on salue le projet... Ça, c'est en Allemagne. Non, c'était aux États-Unis, ça, en ce moment-là. En Allemagne, ça, c'est aux États-Unis. Bon, je peux y venir aussi. En Allemagne aussi, lorsque notre président présente donc, le projet phare de nos pays en nous apportant de l'énergie. Notamment. Mais oui, mais comment on peut ne pas comprendre que c'est dans l'intérêt de tous les Togolais? Et comme c'est salué, pourquoi nous, on peut penser que les Allemands ont tort de reconnaître en cela un mérite? Pourquoi on pense que les Chinois qui trouvent que ça c'est très bien, ça va bien, pourquoi le Togolais, il pense que ça n'est pas bien pour lui? Maintenant, il faut peut-être, on est impatient, peut-être ça ne va pas vite pour qu'on voit les résultats. Mais les résultats arrivent. Nous commençons à le voir. Vous avez vu, les Coréens sont arrivés récemment donc pour l'agropole de Kara. Les gens ceux qui sont dans l'action, ils le constatent. Nous qui sommes dans l'action, nous le voyons au quotidien. Nous voyons que les choses se font. Vous sentez déjà les retombées? Nous sentons que les retombées, bien sûr. Vous sentez les retombées? Mais bien sûr. Bien sûr. Mais malheureusement, quand vous approchez le plus souvent la population, en tout cas même pas, ils estiment quand même que les riches s'enrichissent davantage et de manière opulente, pendant que ceux qui étaient dans la misère végètent cette fois-ci dans la précarité absolue. Bien sûr. Alors, je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde qui voit ça, et c'est de notre rôle, de notre devoir d'ailleurs, de continuer à expliquer cela, à sensibiliser donc la population, parce qu'elle ne doit pas juste attendre que ça tombe, elle doit être, je parle de la population, donc le peuple doit être aussi acteur à part entière. On ne doit pas être passif, on doit faire partie de l'action. Donc il faut qu'on soit davantage impliqués, et il faut impliquer les uns et les autres, les associer à cette action, à ces actions du président de la République. Et puis laisser de côté, par exemple, les gens qui préfèrent ne pas aller travailler, mais être dans la rue, ne pas aller chercher à améliorer leurs conditions quotidiennes. Parce que c'est comme ça qu'on va construire alors un pays dynamique. Oui, maintenant, tu ne pas d'accord que tout est lié à la politique dans le pays. C'est pourquoi peut-être ceux qui optent pour la rue sont dans la rue, pendant que ceux qui veulent travailler pour le développement du pays le font aussi. Oui, mais c'est ce que malheureusement on nous a laissé croire, que tout est politique. Non, mais bien sûr, il faut une politique, et nous avons une. Nous en avons dans notre pays, il y a une politique de développement. D'ailleurs, c'est le mandat social. Donc, on a une politique de développement qui est économique et qui est sociale. À partir de là, il faut expliquer ça aussi à nos jeunes, à nos amis, à nos parents, ceux qui n'ont pas encore compris cela. Mais au lieu de ça, on les manipule, on préfère les envoyer dans la rue. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Rien, ils n'ont rien. Politiquement, ils ont gagné quoi? Ceux qui l'ont dit, là, politiquement, ils n'ont rien gagné. Et puis, ils ont plutôt perdu, socio-économiquement parlant. Donc, il faut plutôt... Oui, mais la rue, aujourd'hui, ce n'est plus l'apanage des Togolais seuls. Même en France, les gens... Personne du troisième âge défile dans la rue, manifeste dans la rue. Les gilets jaunes. Mais allez, manifester est un droit. Manifester est un droit, mais absolu. Les gens ont le droit de manifester pour faire connaître, pour réclamer certaines leurs sentiments, etc. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. Mais la marche ou manifester, être dans la rue en permanence et dire que c'est ça la politique, eh bien non. Parce que vous avez vu, même quand on a manifesté au Togo, le président de la République a ouvert un dialogue. On a manifesté en France, oui, il y a eu, c'est ça le dialogue que nous avons eu, le C14, bien sûr. Oui, mais quand la C14 dit qu'il n'y a jamais eu de dialogue, attendez, qu'est-ce qu'ils ont pour échanger entre eux. Bon. Pour échanger. Vous aussi, vous venez vous raconter aux facilitateurs. Après, l'autre vient. Monsieur Joachim, si vous êtes au Togo, moi j'y étais. Oui.
Si vous étiez au Togo en ce moment-là, le dialogue, il a commencé d'abord avant qu'il ne soit bloqué. Et on sait qui a bloqué. Ceux qui n'ont pas voulu être autour d'une table. Nous les connaissons clairement. On ne va pas ici travertir les faits. On ne va pas traverser les faits, d'accord. Nous le connaissons. Nous connaissons ceux qui ont quitté l'hémicycle. Nous connaissons ceux qui ont préféré aller dans la rue. Et nous savons ceux qui sont toujours dans la rue. Donc, ceux-là, on a tout fait pour qu'ils puissent aller autour d'une table de négociation. Et pour cela, on a impliqué même toute la sous-région. Qu'est-ce que vous vouliez ? Et puis, quand ils sont allés, ils ont démontré clairement de quoi ils étaient capables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de négocier. Vous ne me démentirez pas. Le seul problème, c'est que est-ce que Faure Gnassingbé sera candidat en 2020, oui ou non? C'était ça le problème réel. Mais maintenant, par rapport à ça, nous restons juste sur le politique. Mais je vais vous démentir. Moi, je vais vous démentir. Oui, comment? Parce que lorsque, je regarde aussi les faits, lorsque les gens ont commencé à réclamer ici dans ce pays, ils ont demandé qu'il y ait des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Je veux bien vous rafraîchir la mémoire. Et puis le 5 septembre... Oui, mais le dialogue, qu'est-ce qui a constitué le hic? Oui, mais ils ont demandé les réformes. Oui. Le président de la République a accédé à cette requête. Il a demandé à ce qu'un projet de loi, un avant-projet de loi, soit envoyé au Parlement le 5 septembre 2017. Eh bien, ceux qui ont demandé les réformes n'y étaient plus pour voter, en tout cas en débattre et voter ces réformes-là. Maintenant, lorsque ces réformes ne sont pas faites, on va dire que c'est la faute aussi à celui qui a proposé qu'on fasse ces réformes. Je ne souscris pas, je ne suis pas d'accord. Alors, M. Adam, nous n'allons pas véritablement revenir... Non, c'était juste pour vous rafraîchir la mémoire et vous démentir que... Je vous dis ceci. Oui, pourquoi a-t-il fallu, en renvoyant notre test récemment à l'Assemblée, en dehors de celui du 5 septembre 2017. Et maintenant, en dehors de celui envoyé et que l'opposition a rejeté également, et l'expert constitutionnel sénégalais a aussi envoyé un autre, et le gouvernement a encore choisi le juste milieu. Pourquoi de test en test ici, véritablement, on voulait faire la réforme? C'est que tout tournait autour de la candidature ou non du chef de l'État en 2020. Et justement, à ce propos, je vous pose cette question. Alors, l'actuelle Assemblée nationale, est-ce qu'elle pourra faire les réformes à telle enseigne qu'il n'y a plus de remous au sein de la population à travers la C14? Avant de répondre, on marque la pause et on revient tout de suite. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, et notre invité ce matin, c'est monsieur Adam Orphée, ancien coordonnateur du collectif des jeunes pour le développement, et puis il est expert consultant international. Et tout à l'heure, je lui posais la question par rapport aux questions politiques ou bien la situation politique dans le pays. Quelle forme doivent prendre les réformes au niveau de l'Assemblée nationale afin que, une fois les réformes faites, parce que le Premier ministre, comme M. Lomklasso, lors de sa déclaration la dernière fois, a dit, au titre des réformes constitutionnelles, il a été très précis en disant, nous avons besoin de nous déterminer de nouveaux repères qui tiennent compte des discussions, des débats aussi difficiles que riches que nous avons eus entre nous-mêmes ou avec l'aide des facilitateurs qui montrent le cap pour que nous nous attelions à l'essentiel, c'est-à-dire édifier une nation forte, fière de toutes ses filles, de tous ses fils qui, ensemble, travaillent à son mieux-être. Et il a dit, nous le pouvons, j'en suis fermement convaincu. Et il a également précisé, je voudrais solliciter le soutien de la représentation nationale pour réussir cette action et solder définitivement le passif de l'APG, accord politique global. Alors, comment les réformes doivent être faites pour que les Togolais ne soient plus dans les rues? C'est de ça il est question. Non, je pense que, bon, d'abord, il faut qu'on fasse un peu de travail pédagogique. Je vais revenir un peu en arrière avant qu'on ne réponde à cette question. Donc, vous voyez quand même que le Premier ministre a été clair. Vous avez dit, le facilitateur a envoyé un projet de loi. Disons, le Sénégalais, bien sûr. Le Sénégalais. Je voulais dire non. L'expert a rendu un rapport. C'est très important aussi que nos concitoyens comprennent très bien comment fonctionnent nos institutions. Il y a deux façons ici, dans nos lois, dans nos institutions, d'envoyer les projets de loi ou les avant-projets de loi.
ou bien l'avant-projet de loi est envoyé par le gouvernement, ou alors par un cinquième, le député. C'est les deux voix, c'est les deux seules voix. C'est important de le préciser. Donc, aucun facilitateur, aucun autre, en dehors de ces deux voix, ne peut envoyer un projet de loi, comme vous le disiez. Il a envoyé son rapport. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. On peut l'utiliser ou pas. On peut en extraire des éléments ou pas. Mais bon, ici, il a envoyé, c'est pour que ça sert à quelque chose. Mais la CEDEAO, à l'époque, avait quand même aussi fait des recommandations. Donc, ça reste les recommandations. Ça ne fait pas un avant-projet de loi ou un projet de loi. Nos projets de loi, par rapport à notre loi, ici, électorale et notre loi constitutionnelle, c'est comme ça que ça se passe, par les deux voies. Ceci étant dit, on peut alors discuter de comment vont se faire les réformes. Je ne pense pas que la question de comment doit se poser. La question, c'est quelles sont les réformes à faire. Et on va parler plus de quoi que de comment. Voilà. C'est très important. Le comment, je pense qu'ils savent comment le faire à l'Assemblée. Ce n'est pas à nous de leur dire comment ils vont le faire. Oui, alors, que faire maintenant pour que les populations, tout le monde soit satisfait, c'est ça. Ça va être soldé. Donc, ils vont solder le reliquat de l'APG. Tant mieux. Tant mieux, il faut le saluer. Et puis, il a quand même précisé que le gouvernement, le chef de l'État, s'agissant des réformes constitutionnelles, le président de la République, fort de l'engagement pris, a demandé au gouvernement de s'y consacrer avec énergie et méthode et travailler avec les élus du peuple, disons la représentation à l'avènement de ces réformes afin de consolider davantage la démocratie togolaise. Donc la feuille de route est claire. On ne peut pas venir alors demain faire un autre procès d'intention au président de la République qui n'est pas pour les réformes. Ça a été clair. Donc, ils vont faire ces réformes-là qui sont claires pour nous tous. Et maintenant, le comment, je dis qu'ils savent le faire. Parce que c'est à cause du comment-là que nous sommes bloqués jusqu'à maintenant. Il y en a qui pensent qu'eux, ils savent mieux que les autres comment le faire. Non. Ça se fait là, à l'Assemblée nationale. Et pour cela, ils ont besoin de notre support. Ils ont besoin qu'on comprenne que c'est dans notre intérêt à nous tous que ces réformes-là sont faites. Voilà. Et donc, il faudrait maintenant que les députés, très rapidement ou le plus rapidement, le plus tôt possible, essaient de solder cette affaire de réforme. C'est ce qu'ils ont à faire. Moi, je n'ai pas à leur dire ici ce qu'ils ont à faire. Je dis tout simplement, il faudra voir leur calendrier et de quelle façon ils veulent se prendre pour pouvoir le faire. Mais il faut que ce soit fait. Ils sont dans une législature, il y a un mandat pour 5 ans. On attend vivement le projet ou bien ce que les députés vont faire très bientôt et peut-être pour que la C14 ne soit plus encore dans les rues, ce qui ne fait pas bonne image, bonne presse également à notre cher pays, le Togo. Mais sur le plan social... Vous savez, ça ne fait pas bonne presse d'abord pour la C14. Moi, je ne souhaiterais pas être de la C14. Jamais, parce Vous ne souhaiteriez pas non, être... mais ça ne fait pas bonne presse d'abord pour la C14 avant que ce ne soit pour notre pays. Mais vous avez dit tout à l'heure que je vais vous dire dans tout pays, il est reconnu le droit de manifester. Oui, et donc notre pays le reconnaît. Mais vous dites que ça ne fera pas bonne presse pour notre pays parce que quelqu'un manifeste, c'est son droit le plus absolu. Et donc quand notre pays... mais accède cela ou permet cela. Donc si je le dis ainsi, on ne peut pas dire que ça ne fait pas bonne presse à notre pays. En tant que Togolais, quand la population est dans les rues, tout le temps, et nos frères gendarmes, policiers et même des militaires aussi sous le chaud soleil tout le temps, c'est joli à voir, c'est agréable. Non, mais alors quand on est tout le temps, c'est pas normal. Pourquoi ne pas rapidement vider ce contentieux et puis aller à autre chose pour que les Togolais, chacun dans son peuple... On vient d'en parler. Donc il y a une façon de vider ce contentieux. Il a une façon unique. Dans la démocratie, ça se fait à l'hémicycle. J'ai toujours dit, je ne comprends pas que ces gens-là, qui étaient des élus du peuple, qui étaient à l'hémicycle, ne préfèrent pas rester là pour discuter et vider ce contentieux, préfèrent la rue. Je me suis toujours posé cette question. Mais on y est, et je dis que la rue n'ayant jamais rien résolu, il va falloir qu'on trouve d'autres méthodes de revendication, par exemple le dialogue, d'accord, pour pouvoir parfois solder certains contentieux. Si on va dans la rue, parce que c'est le tout premier recours, mais ça ne va pas. Ça devait être le dernier ressort. Et c'est pour cela que moi, je ne me réjouis pas de voir les gens dans la rue tout le temps. D'abord, ça perturbe l'activité économique, vous avez bien vu. D'abord, eux-mêmes, ils sont les premières victimes.
puisque les gens qui vont dans la rue ne vont pas aller travailler, donc ils ne vont pas gagner leur vie, etc., etc. Donc ils vont davantage en souffrir que d'en tirer profit. Il faut que ce soit le plus bref, et pour cela, on engage les dialogues. Et on ne va pas dire, on n'est pas dans un pays de dialogue. Je vous rappelle qu'on en a tellement fait. Donc on est dans un pays de dialogue. Aujourd'hui, la C14 n'est plus au Parlement. Donc le dialogue. De toute façon, la C14 n'a jamais voulu être au Parlement. Vous le savez. Ils avaient des membres de la C14 qui ont quitté l'hémicycle. Je viens de le redire. Ils ont quitté l'hémicycle, c'est qu'ils n'ont pas envie d'y être. Et le peuple l'a bien compris. Ceux qui sont au Parlement actuellement, le peuple a compris aussi qu'ils sont ceux qui représentent donc ce peuple-là. Et ils sont au Parlement, donc ils ont un travail à faire. Faisons leur confiance. On va leur faire confiance, ils vont faire le travail. À l'international, vous le savez, on parle aujourd'hui du franc CFA. Vous êtes content de la monnaie du Togo? Ce n'est pas seulement la monnaie du Togo. Oui, des pays de la zone. C'est la monnaie, je pense, de 14 pays. Bien sûr. Et plus les îles Comores. Les îles Comores. Et oui, c'est la monnaie que j'utilise. Vous n'êtes pas content d'avoir des CFA dans votre portefeuille? Je l'utilise. Maintenant, est-ce que cette monnaie-là nous permet de nous développer comme on l'aurait souhaité? C'est tout le débat qui est engagé, mais il faut saluer le débat. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus... souvent, il y a quelque chose que moi, je n'aime pas, et ça c'est personnel, je n'aime pas que cette récupération, qu'elle soit faite comme elle est en train d'être faite. La question du CFA est clairement posée, en tout cas de la monnaie commune est posée. Elle est posée par les États. Économistes? Non, les États. La CEDEAO travaille sur ce sujet. Ça fait partie de leur agenda. Si les gens lisaient l'agenda de la CEDEAO, ils verraient que la discussion de la monnaie commune fait partie de l'agenda de la CEDEAO. Il ne faut pas qu'on nous détourne de cette discussion-là. Donc il y a une action claire qui incombe aux chefs d'État et de gouvernement et qui est sur la table. Je pense que c'est prévu pour 2020 et c'est cette monnaie. Je précise ça, c'est très important parce que souvent, qu'est-ce que nous faisons? On nous fait croire qu'on n'est pas capable de pouvoir débattre des sujets qui nous concernent. Non, c'est un sujet d'abord qui concerne les Africains dans les 14 pays. Et vous pensez que la CEDEAO pourrait aller tout aisément à cette monnaie sans aucune influence de la CEDEAO par le truchement du géant, la Côte d'Ivoire, de l'espace UEMOA? Pas par le truc, la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans la CEDEAO. Oui, mais quand même, la Côte d'Ivoire n'est pas négligeable du tout. Oui, non, c'est la France-Afrique, bien sûr, etc. Nous parlons de CFA. Vous parlez maintenant de la France-Afrique. Non, oui, je ne parle pas de la France-Afrique dans son sens large, mais plutôt plus précisément au niveau de l'influence du franc CFA. Nous parlons de problèmes monétaires. Il nous faut une monnaie qui consolide notre développement. Et je dis que les premiers responsables sont en train de travailler dessus. Qu'il y ait des pays qui ont d'autres points de vue, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul pays qui doit discuter. Il y a toute la sous-région, il y a tous les pays de la sous-région qui discutent de ce point. Et je dis que, au niveau de l'agenda donc de la CEDEAO, c'est très important qu'on n'escamote pas, qu'on ne voile pas ça. C'est un sujet qui est là, sur la table. Et qu'il y ait débat, c'est normal et c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait débat. C'est très bien qu'il y ait débat. Le ministre nigérien ce matin sur les antennes de RFI, il disait clairement que cette monnaie ne nuit pas du tout au continent, dans surtout les pays francophones. La monnaie, le franc CFA ne nuit pas du tout aux économies des pays francophones. Mais vous aurez l'occasion de lui poser la question de savoir pourquoi il dit ça et il se base sur quoi. S'il le dit, oui, mais vous, à votre niveau. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette monnaie fait développer quand même le continent noir, tel que les pays occidentaux eux-mêmes arrivent à le découvrir aujourd'hui. Non, ils ne découvrent pas ça aujourd'hui. C'est ce que je disais. Si un seul pays, ils l'ont découvert depuis, mais quand même, c'est maintenant si l'Italie vient de découvrir que le CFA aujourd'hui a été frappé en France, qui découvre que c'est une monnaie qui a été imposée ici après la colonisation, je pense qu'ils sont en train de nous blaguer. Ils sont en train de nous blaguer, en fait. S'ils ont des comptes à régler à la France, ils n'ont qu'à régler leurs comptes à la France sans utiliser l'Afrique. Je ne veux pas ça. Je dis que personnellement, c'est une démarche que je ne soutiens pas. Je préfère faire confiance à nos chefs d'État et de gouvernement. Ce que nous avons, c'est ce que nous sommes choisis. Avec quelque influence que ce soit. Parce que souvent, on va dire, oui, on ne se les choisit pas. C'est quelqu'un d'autre qui nous les choisit. Mais ils font partie de nous, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est responsable, on se les a choisis. En tout cas, le vice-président du Conseil italien a dit que c'est à cause de ce franc CFA que la France a la même mise sur les pays africains et ces pays-là, leurs citoyens
vide ces pays pour venir maintenant les déranger en Europe. Pendant longtemps. Il y a un point sur lequel on peut être d'accord, un seul point sur lequel on peut être d'accord, le vice-président, le vice-premier ministre, c'est ça? Le vice-président du Conseil italien. Oui, le vice-président du Conseil italien. Il y a un seul point. Quand il dit que la place des Africains, c'est en Afrique et pas dans la Méditerranée, je suis d'accord. Bien sûr. Maintenant, qu'ils disent que c'est ça qui fait que la France... Donc, la France, je dis que pourquoi ils le disent aujourd'hui? Ils ont tiré profit de cette situation aussi. Ils font partie du même bloc. Mais bien sûr, l'Italie est en Europe. L'Italie utilise l'euro. L'Italie a voulu coloniser seulement l'Éthiopie. L'Éthiopie, oui, mais qui n'a pas pu d'ailleurs. Tant mieux, heureusement. Tant mieux. Mais ça ne leur a pas empêché d'avoir aussi... Des influences sur le continent noir. Des influences sur le continent noir. Au même niveau que la France. Mais je n'ai pas au même niveau. Je ne connais pas les niveaux d'influence. Mais quand ils défendent leurs intérêts, ils les défendent aussi ensemble. Ils ont défendu leurs intérêts en Libye. Et moi, je ne veux pas revenir sur l'histoire. Ils l'ont défendu ensemble avec la France. Il ne faut pas qu'on vienne... Bon, d'abord... D'accord. Coco a une question à vous poser. Coco est en ligne. Allô, Coco, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Jachin. Oui, vous avez une question à notre invité, certainement. Je salue notre invité. Bonjour, monsieur Coco. Je voudrais vous demander, quand vous, dans votre association, écoutez la définition collective des jeunes pour le développement, je voudrais savoir... Dont il n'est plus le coordonnateur. Il n'est plus le coordonnateur. Quelle vision ils ont pour ce développement dont ils parlent? Parce qu'on voit dans notre pays la misère galopante et lors de la formation du gouvernement l'autre fois, les gens sont ministres dans ce pays depuis les années 90. Est-ce que les jeunes ne sont plus là dans ce pays? Secondo, lorsqu'il prend la voie de Lukaku, la voie le met en point au bain. Sur tout le tronçon que la société a bitumé, les ruelles qui sortent sur la voie principale, il n'y a aucun aménagement qui est fait. Mais ce qui est curieux, le vent qui sort du domicile de M. Barquet a été bitumé jusqu'à la fin de sa maison. Quel constat il fait de ça là? Merci. Nous allons accueillir Komi. Bonjour Komi. Oui, monsieur Jacin, bonjour. Bonjour. Je pense que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Et vous? Oui, ça va. Je vais poser une petite question à M. Adolphe. Oui. Moi, Komi et Joachim, ce concept pour voler M. Adolphe, de quelle enseigne que M. Joachim et Komi se querellent présentement pour le fait que Komi vole plus que Joachim? Cette illustration ne sied pas, je n'ai rien compris, s'il vous plaît. Malheureusement, vous êtes parti. Alors, 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63. Allô, Madame bonjour. Messi, bonjour. C'est ici. Oui, nous vous écoutons, Madame Messi. Voilà. Je ne comprends pas la société civile CGD qui défend l'inconcevable tout le temps. Et est-ce que ce pays, cette république, a une constitution qui interdit toutes ces dérives du parti qu'il défend? Oui, nous avons une constitution qui interdit qu'un seul... Ils nous ont jamais fait aucun bilan. Mais ils sont là et ils y restent. D'accord. Bien noté, madame. Cette idée-là nous demande ce bilan-là à faire. Bien noté. Et à tout à l'heure. Et le dernier intervenant, c'est M. Ali. Bonjour. Bonjour, M. Joachim. Oui, nous vous écoutons, M. Ali. Bon, M. Joachim. Oui. Moi, je n'ai pas une question à cette réponse. Ah bon? Vous avez posé la question de savoir est-ce que l'actuelle assemblée qui vient de lire, ils vont faire les réformes que le premier a dit? Oui, ils vont le faire. Je pense que, je donne un exemple. Quand tu fais la guerre avec ton ennemi, et tu vois que l'arme que ton ennemi utilisait, tu n'arrives pas, tu vas changer de méthode. Nous demandons, nous tous, nous sommes des peuples togolais. Le pouvoir, soit l'opposition, nous sommes tous des frères, même père de même mère. Nous demandons, quelles que soient les réformes que l'actuelle assemblée va faire là, ils vont boycotter des élections. Ce n'est pas bon. Parce que le général Yassama dit dans une chaîne là-bas, là où il a parlé, vous m'en passez au journal. Boycotter, ça veut dire que ce n'est pas bon. Quelles que soient les réformes,
Ils disent qu'ils ont une grande population. L'UNI dit qu'ils ont une grande population. Qu'est-ce qui va les départager? C'est les élections. Quel que soit, ils n'ont qu'à voir que pour être candidat en 2020, moi je l'ai dit. Je les ai dit que l'élection du 20 décembre, là, même 2 heures du temps, on ne va pas repousser. Est-ce qu'on a repoussé? Donc ils n'ont qu'à mis dans leur tête que le réforme sans port, non, pour leur candidat de l'unir. Donc, quelles que soient les réformes que le gouvernement va amener, ils n'ont qu'à prendre acte et mobiliser sur le terrain. Il n'y a pas de faire marcher des gens, il n'y a pas d'argent, merci. Merci. Vous l'avez écouté, et donc réaction? Mais j'ai bien envie de dire que Monsieur Ali, c'est le dernier intervenant, oui. Qu'il a raison, parce que j'ai toujours dit que le boycott était une tare. Je l'ai dit et je peux le répéter autant de fois que vous voulez l'entendre. Et qu'est-ce qu'on gagne en boycottant? Dans la démocratie, on ne peut pas se permettre la politique de la chaise vide. On n'est pas dans notre... Peut-être que ceux qui contestaient disaient que les dés seraient déjà pipés. Non, parce qu'il y avait, là, on avait quelqu'un qu'on a appelé, qui s'appelait facilitateur, avec un comité de suivi, donc de la CEDEAO qui était là. Mais si on ne se fait pas confiance, on ne faisait pas confiance aussi à ce comité. Et ils ont suivi, ils ont vu. Et puis l'arbitre a vu que, mais en fait, il y a un qui ne jouait pas le jeu. Je dis qu'il a raison, M. Ali, là-dessus. Et il a été formel que le président Faure sera candidat en 2020. Là-dessus, moi, je n'ai pas à répondre. Pourquoi? Parce que là, nous sommes en train de parler de quoi? Quand on fait cette focalisation en disant qui sera candidat, qui ne sera pas candidat, lorsque le moment sera venu, il y a une loi claire, les institutions qui travaillent, qui vont trancher. Et vous savez quoi? Chaque parti devra choisir son candidat, hormis ceux qui veulent boycotter encore. Qu'est-ce que le CJD défend au juste? Bon, par contre, je l'ai précisé, je ne parle pas ici au nom du CJD. Mais je peux vous dire ce que le CJD a défendu jusqu'à maintenant. Le CJD a défendu le fait que nous ne connaissons pas une crise politique, parce que crise politique, on en a connue depuis les années 90, et que nous sommes dans une crise socio-économique. Voilà. Et qu'il faille très rapidement résoudre la question politique pour qu'on se concentre sur les questions socio-économiques. Et c'est ce que nous sommes dans cette phase. Madame Messi disait tout à l'heure que jamais le parti au pouvoir n'a fait de bilan financier au pays, disons, aux citoyens. Or, c'est une recommandation, une exigence de notre Constitution. Pourquoi cet état de choses? Qu'est-ce que vous appelez ne pas faire le bilan? Lorsqu'il y a les élus qui sont là, quand ils se représentent devant le peuple, ils se représentent avec un bilan. Ceux qui ont fait, bien sûr, ils se représentent avec un bilan. Mais ceux qui ont été sanctionnés, ceux qui ont été... de tout président de la République élu de passer une fois l'an devant les élus du peuple pour faire le bilan de l'état de la nation. C'est écrit où? Dans la Constitution de 1992. Et qui est encore là. Il doit passer quand il le dit tous les ans. Il est écrit, il doit passer où? Je dis c'est écrit de passer où? Devant le Parlement. Mais devant le Parlement, il faut demander alors au Parlement. Maintenant, il écrit. Moi, je sais qu'il écrit. Je lis, comme tout citoyen, qu'il écrit. Il écrit, il fait son bilan quotidien. Monsieur Adam, est-ce que c'est comme ça? Ça doit être fait? Oui. Mais non, je ne sais pas si c'est comme ça doit être fait. Je sais tout simplement que la personne qui est là, qui est dans cette fonction, écrit, fait savoir ce qu'il fait. Et que nous voyons quand même les résultats, il les explique, il vient devant le peuple, il rencontre le peuple au quotidien, sauf si ça ne vous intéresse pas dessus. Moi, ça m'intéresse dessus, donc je le suis et je vois qu'il y a le bilan économique dont on parle. Il y a au quotidien, on salue cela dans les faits, dans les chiffres, que notre pays... Donc, prenez besoin de respecter cette disposition de la Constitution et aller devant... l'Assemblée nationale. Il faudra lui poser la question pour savoir comment. Alors, et très rapidement, Coco disait, les jeunes ne sont plus dans le pays et voilà, il y a des gens qui, depuis 1990, sont toujours ministres jusqu'à ce temps-ci. Oui, mais Coco, moi j'aimerais lui répondre aussi qu'il faut qu'il regarde. Il y a eu dans le nouveau gouvernement, il y a eu des jeunes qui sont entrés aussi. Il y a eu des jeunes, il y a eu des femmes qui sont. Il y a eu un jeune. On doit compter. Il y a eu un jeune. Ah bon? Pourquoi un?
Oui, Donc, monsieur Adam, vous étiez du CJD. Vous ne voulez pas la promotion des jeunes, du moins? Monsieur ADG, il n'est pas vieux. Monsieur Pataka, il n'est pas vieux. Oui, monsieur Pataka, du moins, est jeune. Ça, on le reconnaît. Pourquoi vous définissez la jeunesse jusqu'à quel âge? Je vous rappelle que la jeunesse... Jusqu'à 45 ans, du moins. Ah bon? Et alors, après, on est vieux? Parce que la jeunesse aussi, c'est du nouveau. Quand on dit jeune, c'est qu'il y a du nouveau, du sang neuf, du sang jeune. Donc, c'est ça, ma compréhension de la jeunesse. Donc reconduit de tout temps, ad vitam, comme on dit, les anciens, ça ne vous fait absolument rien. Non, reconduit, moi je ne sais pas, moi, de juger et de commenter. Vous-même, vous n'avez pas les compétences pour être au gouvernement? Non, monsieur Adam, vous n'avez pas les compétences pour servir le peuple togolais? Ce n'est pas moi qui nomme. Et encore, je dis que ceux qui sont là n'ont pas démérité. Quand nous disons ça, c'est comme si nous pensons que sans nous, il n'y a rien qui se fait. Les gens qui sont là, si on leur fait confiance, c'est qu'ils ont mérité cela. Et ce n'est pas tout le temps eux seuls qui méritent, à supposer que nous tous, dès l'homme que l'homme naît, il est déjà vieux pour mourir. À supposer qu'ils ne sont plus en vie, donc le Togo va s'arrêter. Quand vous dites eux seuls, c'est qui? Vous parlez de qui eux seuls? En tout cas, vous le savez mieux que moi. J'ai dit qu'une équipe qui est en train de gagner, on ne la remplace pas. On remplace des joueurs dans l'équipe. C'est ça aussi qu'on dit. Demain, il fera beau. Demain, est-ce qu'il fera beau? Continuité. Demain, est-ce qu'il fera beau au Togo? Ouais, je préfère ça. Demain, je vous ai déjà dit ça, il fera forcément beau et très beau au Togo. Je vous dis que le Togo sera l'or de l'humanité et nous avons pour cela un projet qui est là, qui s'appelle le Programme National de Développement, avec 3 axes qui font de nous le pays phare de développement dans la sous-région. Okay? Nous aurons notre hub, nous allons faire notre transformation agro-industrielle. Nous avons déjà les acteurs qui sont là et il fera très beau demain. Et que vienne l'émergence dans 11 ans exactement. Merci à Adam Morphée d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini, madame, messieurs. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Alors, merci à nos amis de la Gazette du Togo.com et bonne journée, bonne semaine à vous toutes et à vous tous.